comment on applique ça dans le milieu de travail? Écoutez, c'est une question vraiment à laquelle je m'intéresse depuis plusieurs années. Et juste avant de commencer à vous apporter des éléments de réponse, je vous invite à regarder la prochaine image et à me dire dans le chat ce que vous en pensez. Donc, quand vous regardez cette image-là, qu'en pensez-vous? Donc, rapidement, quelques éléments dans le chat. Donc, voici votre réponse à ce que vous en pensez. Maintenant, j'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce que vous appréciez dans cette peinture? Qu'appréciez-vous? Encore une fois, je vous laisse quelques minutes pour inscrire ce que vous appréciez de cette peinture dans le chat. Les couleurs, la diversité, le mélange des couleurs, les différences, la synergie des formes, laisse place à l'imaginaire, la fluidité, la créativité, les courbes, la lumière. Merci pour vos réponses. Donc, poser deux questions différentes fait émerger évidemment deux réalités différentes. Je vous propose ici une appréciation de cette peinture par Charlotte Rodon. Je la lis avec vous. L'œuvre est composée d'un système de lignes dynamiques, droites ou ondulées et de cercles. Donc, on voit que c'est une réponse quand même assez rationnelle, une réponse assez de tête, grâce auquel on peut ressentir un mouvement qui semble perpétuel, comparable à la musique. Donc, sentez ici l'aspect appréciatif, l'aspect affectif de la posture. Et donc, le travail par les forces, mon invitation est de l'amorcer avec cette posture. Une posture de tête et aussi une posture de cœur. Et cette posture est celle de l'enquête appréciative, donc de l'approche d'enquête appréciative, qui a été développée par David Cooper-Ryder et entre autres Diana Whitney Stravos, popularisée maintenant par quand même de nombreux praticiens, et qui nous invite, comme vous le voyez à la définition qui suit, à découvrir ce qui est sain et ce qui fonctionne bien dans l'organisation pour s'en servir comme tremplin de développement et de transformation. Donc, Marie-Noëlle l'exprimait tantôt, parfois, dans nos milieux de travail et même dans nos relations avec les autres, quand on cherche à se développer, quand on cherche à améliorer les choses, on peut avoir un œil moins appréciatif que déficitaire. C'est-à-dire que notre cerveau est pas mal circuité de façon à voir ce qui accroche, à voir ce qui va pas, à voir ce qui ne marche pas dans l'organisation, mais aussi dans nos rapports avec les autres. Et donc, quand on cherche à travailler avec les forces, au contraire, on cherche à miser sur ce qui nous donne l'énergie, ce qui fonctionne bien, et qui va nous permettre de tirer le meilleur du passé vers le futur. Puisque, je reprends ici quelques auteurs que j'apprécie beaucoup, investir, et j'aime beaucoup la façon dont ils le disent, investir dans nos faiblesses pourra au mieux les faire passer notre performance de passable à convenable, mais rarement de passable à excellent. Et cette posture-là, bien, elle a été développée, entre autres, en amélioration continue par un certain David Shea, qui nous a également inspirés lorsqu'il s'agit d'être dans des démarches d'amélioration continue. Donc, une force, c'est quoi? Une force, ça mange quoi en hiver? Ben, c'est une capacité. C'est une définition que je propose. Il y en a différentes. Celle-ci fait plutôt consensus. Une capacité préexistante envers une façon particulière de penser, de ressentir et de se comporter, qui est authentique, qui est énergisante et qui entraîne pour la personne son fonctionnement optimal, son développement et sa performance. En même temps, je tiens ici vraiment à établir une nuance par rapport à la dimension de performance ou encore de fonctionnement optimal, parce que des fois, c'est des mots qui peuvent nous amener à penser que l'utilisation des forces mène nécessairement, ou a nécessairement comme moteur d'intention d'amener chacun des travailleurs sur, comme le dit ma collègue Sylvie Ménard, que j'aime beaucoup, sur une paroi
d'escalade en position de performance, en étant tout le temps à notre top meilleur. Alors que, dans le fond, le travail par les forces, ce à quoi ça nous invite, c'est surtout d'être dans une zone de bien-être, d'être dans une zone de perma, comme nous disait Martin Seligman. Donc, nos forces contribuent, entre autres, à établir des émotions positives, d'avoir des relations positives avec les autres aussi, à se sentir engagé dans ce qu'on fait, à se sentir accompli et surtout, quand on est dans nos forces, quand on travaille dans nos forces, le sens de ce qu'on fait prend tout à coup une autre tournure. On tient beaucoup plus de vivacité. Je poursuis. Il y a trois approches pour travailler avec les forces en psychologie organisationnelle, à tout le moins. Il y en a d'autres. Moi, j'en ai découvert une autre avec Marie-Noël. Donc, merci pour cette ouverture. Évidemment, on ajoute ici à votre scrapbooking des forces avec 3 autres approches. Par contre, moi, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est d'entrer principalement dans la 3e, celle du VIA Institute. Mais notez que pour chacun des courants, que ce soit celle du CAP, que ce soit celle de Gallup, ou encore que ce soit celle du VIA Institute, chacun possède des tests qui permettent d'apprécier ses forces de caractère. Le VIA Institute nous permet d'avoir accès à un test qui est ici gratuit. Donc, vraiment, le VIA est une institution qui cherche à démocratiser l'utilisation des forces dans la vie, pas seulement qu'au niveau du travail. Et en même temps, il est possible d'utiliser le langage qu'il nous propose pour travailler d'une perspective individuelle, mais aussi dans une perspective d'équipe, lorsqu'on cherche à avoir un impact sur le bien-être, sur la santé mentale, sur le sens de ce qu'on fait chaque jour au boulot. Donc, le Character Strength Survey comporte 24 forces de caractère et généralement, on dit que nos 5 à 7 premières forces sont nos forces de signature, c'est-à-dire des forces qui émergent chez nous, qu'on va chercher en fait, qu'on va appliquer de façon assez naturelle. Les forces, lorsqu'ils sont exprimés, lorsqu'on est là-dedans, là, on se sent sur notre X, ça nous énergise et en même temps, on a tendance à être quand même assez efficace dans notre travail quand on est dans nos forces, démontré par la littérature. Et le travail par les forces implique aussi, peut-être vous vous dites, est-ce que sur 24, si mes 5 premières sont mes forces de signature, mes 5 dernières sont les faiblesses. En fait, l'idée, c'est que c'est des forces parfois érodées, parfois qu'on utilise moins, qu'on appelle des forces basses ou des low strength, comme on dit en anglais, de sorte que on ait l'occasion, si le cœur nous en dit, de les travailler pour les faire monter un peu plus haut au service de ce qu'on cherche à accomplir. Donc, ce ne sont pas des faiblesses à proprement dit, mais simplement des forces qu'on va avoir tendance à moins utiliser. Et évidemment, on a des forces phasiques, des forces au centre, qui, elles, vont être utilisées davantage à l'occasion. Donc, je poursuis. Maintenant que j'ai un peu positionné de ce que c'était une force, le vocabulaire à partir duquel on pouvait évidemment commencer à les appliquer pour entrer dans l'aspect un peu plus pratique de la chose. Donc, vous avez ici 4 étapes qui sont proposées par Niemiec. Donc, pour travailler les forces dans le milieu de travail, première des choses cruciales, il faut en prendre conscience. Et pourtant, la littérature nous dit que 2/3 des gens, donc la majorité des gens, ont la difficulté à nommer avec acuité leurs forces. Donc, si cet après-midi, par exemple, vous allez dans votre milieu de travail, vous demandez aux gens quelles sont vos forces, pour avoir fait l'exercice à l'occasion, bien souvent, les gens vont nous parler, par exemple, de leur qualité collaborative, ou vont dire, moi, je suis travaillant, ou je suis ponctuel. En même temps, dans l'approche appréciative, on postule que le langage crée la réalité. Donc, plus votre vocabulaire est riche pour parler des forces, plus vous allez avoir de leviers pour venir les activer.
pour les intervenants d'entre nous, d'entre vous, et ceux qui travaillent un peu, par exemple, avec la communication non violente, c'est un peu la même chose. Plus notre vocabulaire est riche pour parler du monde des émotions et des besoins, plus, évidemment, on va avoir de levier pour travailler avec les émotions et les besoins. Les forces, c'est la même chose. Donc, je rentre ici dans la première habitude. La première habitude, en fait, c'est de monter le volume sur la posture appréciative. C'est de monter le volume sur un état où on est disposé à voir ce qui fonctionne bien chez les autres. Parce que, je l'ai mentionné dès le départ, notre cerveau a tendance surtout à identifier ce qui ne marche pas, ce qui nous dérange, les irritants, puis les problèmes dans le milieu de travail. Donc, d'adopter un œil appréciatif, simplement pour voir ce qui fonctionne bien, pas seulement au niveau de la tête, mais aussi au niveau du cœur, au niveau des tripes, de ressentir l'effet de ce qui est beau, de ce qui est bien, de ce qui fonctionne. C'est une première habitude à développer. En tout cas, tout le moins celle que je vous invite à tenter. Pour cet après-midi, essayez ça. La deuxième habitude est de repérer ses propres forces. Donc, évidemment, si on cherche à utiliser ces approches-là en milieu de travail, c'est important, dans le premier temps, d'appréhender cette réalité-là. À tout le moins, c'est mon invitation, de comprendre le vocabulaire et les ressentis et aussi les concepts à partir de vous, à partir de vos propres forces. Donc, sur le VIA.org, VIA.org, vous pouvez compléter le Character Strength Survey, le test sur les forces de caractère, et ainsi avoir accès à vos 24 forces. Et c'est un test, évidemment, qui est validé scientifiquement et qui va contribuer à élargir notre vocabulaire pour parler de ce que c'est les forces. Vous voyez, par exemple, moi, la première fois que j'ai complété ce test-là, et la deuxième et la troisième, il y a toujours la même force qui est arrivée en premier. Puis, honnêtement, entre vous et moi, je me demandais sincèrement à quoi c'est que ça pouvait bien me servir dans la vie, cette force-là. Et c'est la suivante. Première force de caractère, l'appréciation de la beauté et de l'excellence. L'appréciation de la beauté et de l'excellence. Écoutez, moi, psychologue organisationnel de formation, je dis, qu'est-ce que pourquoi ça peut m'être utile d'apprécier la beauté et l'excellence? Et en même temps, dans des démarches de coaching, lorsqu'il s'agit de travailler des designs d'ateliers, des designs de formation, lorsqu'il s'agit d'accompagner quelqu'un, j'ai cette facilité-là à voir ce qui est beau, ce qui est bon, qui marche bien, et de monter le volume là-dessus dans mon accompagnement. Et quand je suis là-dedans et quand je fais ça, ça se fait tellement de façon naturelle. C'est moi, c'est authentique, ça m'énergise et je ne peux pas me forcer pour faire ça. Et en plus, visiblement, je suis quand même pas si mal dans cet exercice. Troisième habitude, maintenant, repérez les forces des gens qui vous sont chers. Maintenant que vous repérez les vôtres, portez votre regard vers l'extérieur et offrez-leur un feedback là où ils n'y voient que des faiblesses. Mais en même temps, un feedback sans une lettre rose. Donc, l'idée n'est pas d'apprécier et de créer des sentiments de compétence ou qui ne sont pas là, qui ne devraient pas être là en réalité, ou encore de créer des fausses croyances par rapport aux compétences des gens. Donc, l'idée n'est pas là. L'idée est vraiment de simplement offrir cet après-midi, dans une réunion, en croisant un collègue, en croisant quelqu'un, un feedback sur ses forces, là où peut-être il ne voit que des faiblesses. Et je vous propose ici deux techniques assez simples pour offrir ce feedback. Premièrement, la première est, disons que je vois un collègue qui s'est exprimé de façon très créative en équipe, très imagée. Bien, je peux lui partager que j'ai effectivement trouvé sa façon de s'exprimer absolument créative, absolument impactante, et lui expliquer un rationnel de ce que ça peut avoir comme effet au niveau de l'équipe, et en même temps, lui expliquer pourquoi moi, j'apprécie cette force-là chez lui. Ne serait-ce que parce que ça contribue parfois à des climats qui peuvent être très de tête dans certaines réunions, et lui, il amène un certain côté métaphorique, poétique, qui nous amène ailleurs, puis qui fait vraiment contribuer à l'émergence de toutes sortes d'idées. Donc, première technique, très simple. L'autre technique est, en fait, à partir d'un moment
où vous voyez quelqu'un dans une zone d'excellence. Vraiment, quelqu'un qui est en train comment je pourrais dire, qui a géré un conflit entre deux personnes et qui a réussi vraiment à s'auto-réguler, à gérer ses émotions de façon impeccable. Partagez-lui ce moment-là où vous vous êtes senti apaisé. Partagez-lui l'effet que ça a eu sur vous. Partagez-lui aussi peut-être une hypothèse sur la force en présence et voyez ce que ça a comme impact chez lui. Donc, première stratégie de feedback, ici, on va plutôt nommer la force observée, partager un rationnel et dire ce que ça m'a fait, alors que dans la deuxième technique de feedback, on cherche plus à partager une observation d'un moment où on a senti la personne purement dans sa zone d'excellence. Évidemment, il y a d'autres façons d'apporter des feedbacks, mais pour aujourd'hui, je vais en rester à ces deux éléments-là. Je poursuis. D'autres moyens de prendre conscience de ses forces, c'est d'aller chercher une rétroaction de ses proches. Donc, c'est une espèce de 360 de nos forces de caractère. Vous pouvez identifier, par exemple, 10 personnes ou plus, leur remettre un checklist de vos 24 forces et les inviter à identifier 5 à 7 forces de caractère qui vous représentent le plus. Et surtout, les inviter à vous partager des exemples concrets de manifestation de ces exemples-là. Donc, une technique pour prendre conscience de ses forces, d'aller chercher une rétroaction de ce qui fonctionne bien. Et des fois, ça peut paraître un peu surprenant chez les gens d'aller se faire poser cette question-là. Voyons, parle-moi de ce qui... Mais en même temps, si vous leur partagez votre intention, en toute modestie, en toute humilité, pour chercher à clarifier ce qui est pour vous votre zone d'excellence, tout à coup, on saisit bien votre intention, puis on est volontaire pour vous accompagner. Donc, 11 techniques, soustraire une force de signature. Disons que je vous demande aujourd'hui de réfléchir à un moment où vous supprimez votre première force de caractère pour un mois. C'est-à-dire, pour un mois, vous ne pouvez plus être créatif. Pour un mois, être aimable envers les autres, gentil envers les autres, témoigner ou encore témoigner de votre gratitude envers les autres, impossible. Le travail d'équipe pendant un mois, ça disparaît. Comment vous vous sentez? Comment est la vie au travail? Et si vous avez quelques éléments de réponse, je vous invite à les compléter dans le chat. Moi, par exemple, j'écrivais « La vie est plate ». Si je ne peux plus apprécier ce qui est beau et excellent, la vie, elle est plate, elle est terne. Et donc, quand on soustrait cette force-là de caractère, ça parle aussi de l'importance de sa présence. Et vous pouvez faire cet exercice-là avec quelques forces qui apparaissent dans vos 5 premières forces, au test sur les forces, à savoir vos forces de signature. Faites l'exercice en essayant d'en soustraire une après l'autre, voir comment vous vous sentez et d'apprécier leur présence. Je termine ici, évidemment, à partir d'objectifs de coaching, très simple, comment je peux être plus courageux à certains moments, comment je peux monter le volume sur mon courage, je suis gestionnaire. Est-ce que je peux te couper pour te dire qu'on a des réponses qui sont intéressantes à partager? Oui, d'accord, allons-y, bien sûr. Juste un petit, je me sentirais incomplète. Plus envie d'aller au travail. J'aurais plus envie d'aller au travail. Je serais mieux de ne pas me présenter au travail. Wow! Je me sentirais comme un canevas vide. Oh, ça parle de l'importance. Ça parle de leur force. Merci, René. Le canevas vide. L'image est forte. Donc, travailler à partir d'objectifs de coaching, si vous êtes coach ou peut-être si vous êtes gestionnaire, vous pouvez accompagner des gens dans le déploiement de ces forces-là et même sur des forces qu'ils utilisent bien et qu'ils cherchent à utiliser dans davantage de contextes. Ou encore des forces qu'on peut, à certains moments donnés, sous-utiliser ou encore surutiliser. Je reprends encore le même exemple. Si, par exemple, on surutilise le courage comme gestionnaire dans notre prise de décision, ben, peut-être qu'on peut parfois rentrer dans une zone de témérité. Alors que peut-être que si j'utilise davantage ma prudence, qui est une autre force de caractère, je monte un peu le volume sur la prudence, ça va venir tranquillement apaiser mon trop plein de courage managérial
pour pouvoir jouer mes forces de façon équilibrée. Et c'est ça l'idée. D'être capable de jouer ses forces de façon équilibrée au service de notre bien-être. Enfin, au niveau de l'équipe, j'aime bien créer une routine d'utilisation des forces, en tout le moins le suggérer, que ce soit en début de rencontre, de faire un petit tour de table en demandant aux gens quelle force avez-vous utilisé cette semaine, et peut-être parfois même un check-out en fin de rencontre, d'inviter le groupe à exprimer quelle force ensemble, comme équipe, on a utilisé aujourd'hui qui nous a permis d'être utile. Certaines personnes pourraient mentionner, par exemple, la capacité de travail d'équipe et aussi notre force de travail d'équipe, mais aussi notre force de régulation, alors que ça générait de l'enthousiasme et tout le monde voulait participer. On a utilisé ça au service d'un résultat de groupe, plutôt simplement que de l'impulsion de laisser aller individuel. Et là, bon, ben, vous savez, on tire dans toutes les directions à ce moment-là. Et finalement, si vous choisissez d'aller un peu plus loin dans ce travail-là, ben, il peut être intéressant pour vous de mettre en commun vos 5 premières forces de signature. C'est-à-dire que de les avoir sur un tableau, ensemble, si vous êtes 5, 6 dans l'équipe, 8, peut-être même 10, 12, 15, et pour un peu chercher à apprécier le portrait général, où se situent vos forces. Et si vous remarquez que l'équipe a tendance à avoir certaines forces en particulier, par exemple des forces très intrapersonnelles, bien, comment on peut venir ensemble chercher à les balancer pour avoir des forces plus diversifiées au service de ce qu'on a réalisé ensemble comme équipe. Et évidemment, la démarche, en conclusion, d'appréciation de rendement, d'évaluation de rendement, qui pourrait être, qui s'est basculé ou ajusté vers une appréciation de la contribution, une appréciation des forces au travail, plutôt qu'une évaluation de votre rendement. Et là-dessus, évidemment, je pourrais passer facilement un autre 20 minutes avec vous pour vous parler de ça. Ça ne se fait pas, évidemment, là, à la légère. Ce switch-là vers une appréciation de contribution, service des forces de chacun. Mais tout le moins, en conclusion, si je peux vous inviter, d'une part, à adopter la posture appréciative cet après-midi, à chercher à monter le volume là-dessus, là, votre petit switch là, ici, là, mettez ça en on. Et débuter humblement par la découverte, l'exploration de vos propres forces. Donc, encore une fois, monter le volume là-dessus, essayer de les ressentir, pas juste au niveau de la tête, mais aussi au niveau des tripes. Créer intentionnellement des habitudes individuelles ou d'équipe. Des petites habitudes, des petites choses. Pas changer le monde tout de suite, mais changer le monde une force à la fois.